Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, mois de juillet, nous allons parler d'un grand classique de la fantasy young adulte, à savoir Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, le premier tome, et Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, donc également le premier tome dans ce cas-ci. Alors, on va commencer par le tome 1 des Chevaliers d'Émeraude. C'est une œuvre d'Heroic Fantasy qui a été écrite par Anne Robillard. Et en fait, pourquoi on parle que du tome 1? Déjà, parce que j'ai lu que celui-là pour l'instant, pour la revue de lecture. Mais surtout, et c'est super important, c'est que le premier tome d'une saga, c'est ton entrée dans celle-ci. On ne va pas parler du tome 4, des bannis et des proscrits isolés. On va vraiment parler soit du tome 1, soit de la saga complète. Parce que si vous lisez le tome 1 et que le tome 1 ne vous plaît pas, vous ne lirez pas la suite. Si on parle du tome 4 tout seul, bah si vous n'avez pas lu ça d'avant, ça sert à rien. Si on parle de la saga complète, vous pouvez vous faire un avis. Mais justement, là on parle du tome 1, c'est pour se dire, voilà le tome 1, est-ce qu'il est représentatif, est-ce qu'il est intéressant, et est-ce qu'il va donner envie de lire la suite. Alors en résumé, donc c'est mon propre résumé, l'ordre des Chevaliers d'Émeraude a ses premiers chevaliers adoubés. Leur objectif étant de protéger le continent d'Ankilief et des différents royaumes. Et ces différents royaumes. Leur ennemi apparaît, comme selon les présages, comme des hommes insectes envoyés de l'ouest par-delà la mer afin de retrouver Kira, une enfant semi-humaine qui pourra soit détruire l'empereur, soit l'aider à gouverner. Mon avis sur le tome 1. On parle exclusivement du tome 1 ici, même si on va faire 1 à 2 apartés sur la suite, mais on fera un épisode spécial sur la saga complète quand j'aurai eu le courage de la lire. Donc on est ici sur un premier tome qui annonce clairement la couleur de la saga. On a une Kira, donc une enfant surpuissante pour son âge. Wellan, qui est le chef des Chevaliers d'Émeraude, est le seul chevalier à être utile. C'est le seul à qui il va se passer des choses. C'est un personnage qui est pas intéressant en plus, qui m'énerve au plus haut point. Et il y a déjà énormément de personnages. Au premier tome, il y a énormément de personnages parce que il me semble qu'on a 12 chevaliers et tous vont avoir leurs écuyers. Et en plus de ça, on commence déjà à parler des prochains écuyers. Autant vous dire qu'il y a déjà beaucoup de personnages et il faut retenir tous les noms. Et c'est déjà très très compliqué. Surtout que moi je retiens aucun nom. Les descriptions sont peu détaillées, on n'est pas sur un premier tome d'Harry Potter, il y en a quand même un petit peu, mais il en manque, à mon sens, quand même pas mal, et ça aurait pu être vachement intéressant, notamment pour le Royaume des Fées, qui a l'air incroyable, et si tous les royaumes étaient décrits aussi magnifiquement que le Royaume des Fées, ça donnerait vraiment vraiment envie. Également, les personnages ne m'intéressent absolument pas. Wellan n'est pas le seul à ne pas m'intéresser, mais j'ai au dos de ma fiche toute une liste d'éléments qui m'ont trigger dans le livre. Parmi mes notes, des trucs qui m'ont trigger dans l'histoire, on a en premier lieu Wellan. Wellan, le chef des Chevaliers d'Émeraude, est présenté comme un homme qui a du charisme et qui est généreux, a le cœur bon et parfaitement sage. Il est intrusif avec ses camarades, il est colérique comme pas possible, il est solitaire, ce qui pour un leader n'est pas terrible. Il a toutes les infos de ce qui va se passer et il ne partage rien, pas même au roi qui est censé être son chef direct. Les autres chevaliers sont pas ou peu intéressants. Et ils font vraiment office de figuration, à mon sens. Les seuls moments où ils sont un peu intéressants, c'est pour dire « Ah ben, moi je suis allé au royaume des fées, et du coup, à ce moment-là, on est obligé de parler que de moi, parce qu'il y a que moi qui y suis allé. » C'est tout. C'est tout. Aussi, il y a un truc qui apparaît au cours du livre, et qui, après, va devenir une instance dans tout le livre, et dans toute la saga. C'est un truc qui m'a trigger, c'est à un moment donné, il y a une expression qui pop qui s'appelle la vague d'apaisement. C'est jamais décrit ce que c'est. À aucun moment on comprend ce que c'est.
Et ça me trigger de ouf parce que, genre, le seul truc qu'on te dit, c'est que les autres lui envoient de l'apaisement. Alors, il lui envoie ça comment? Par quoi ça se traduit? Est-ce que c'est un effort difficile? Parce qu'apparemment, les gars, vous êtes à l'autre bout du continent, mais vous pouvez quand même communiquer, du coup, quel est l'intérêt de rester tout le temps paquet? Enfin, il y a plein de trucs qui se posent comme question avec ces fameuses vagues d'apaisement, et je trouve ça particulièrement frustrant. En plus de ça, c'est un peu un raccourci en mode « Oh là là, je me sens pas bien » et « Oh, on m'a envoyé de l'amour, je me sens mieux ». Non, ça marche pas comme ça. Sinon, ma dépression se serait guérie très très vite. Désolée. Encore un autre truc qui m'a trigger, mais Wellan tombe amoureux dans ce premier tome. Et on nous décrit pas son sentiment amoureux, c'est « Ah, il a le coup de foudre !» Et il l'aime à mourir. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est un peu dommage. Il y a beaucoup trop de personnages. Et ça sera de pire en pire dans la saga, mais ça, on en parlera quand on parlera de la saga. Et alors là, j'ai noté un truc parce que je ne sais plus ce qui se passe après dans les tomes 2, 3, etc. que j'ai pu lire. Mais j'ai noté le fait que Kira, qui est un bébé, est extrêmement puissante. Et à quel moment, quand elle a cette puissance-là étant gamine, vous allez justifier que le combat il dure 12 putains de tomes? Elle va se faire nerf? Parce qu'elle est quand même capable de lire dans les pensées d'un immortel qui est censé être le mage le plus puissant. C'est quand même bizarre. Les qualités et les défauts. Sur ce premier tome, en qualité, j'ai noté qu'on a quand même une histoire qui vient se poser, qui est présentée comme complexe et intéressante. On a envie d'en savoir plus. L'histoire va droit au but aussi. On a assez peu de fioritures, donc ça se traduit par la faible quantité de description, mais ça se traduit aussi par le fait qu'on va pas te rajouter des éléments de scénario qui ne servent à rien. On va pas essayer de noyer le poisson, c'est y a un ennemi, il faut qu'on se prépare, on se prépare, l'ennemi arrive, on tue l'ennemi. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe, donc globalement on sait que toutes les informations sont utiles dans l'histoire. Maintenant en défaut, mis à part tous les détails qui me trigger, hein, bien entendu, j'aurais aimé beaucoup plus de descriptions. Parce que, encore une fois, le royaume des fées, il a l'air vraiment magnifique. Mais quand on sait pas à quoi ressemble la norme, donc le royaume d'Émeraude, et visiblement tous les royaumes aux F-tiers qui y sont associés, quand on sait pas à quoi ça ressemble la norme, eh ben on se dit pas forcément à quel point c'est différent le royaume des fées. On peut pas se rendre compte à quel point c'est différent le royaume des elfes, à quel point c'est boisé, tant qu'on ne sait pas s'il y a beaucoup de bois, beaucoup de forêts dans les autres royaumes. Donc malheureusement, si vous... À mon sens, si on veut donner un aspect féerique, un aspect vraiment magique à un endroit, il faut que les autres endroits aient l'air nuls. Mais pour ça, il faut les décrire. Si on les décrit pas, bah on peut très bien s'imaginer que justement, j'en sais rien, le royaume d'Émeraude, il est ouvert parce qu'il s'appelle Émeraude, le royaume de Rubis, tous les arbres ils sont rouges et en fait on se rend pas compte du coup à quel point les choses sont magiques ou ne le sont pas. C'est un peu tout con, mais après ça me manque les descriptions, ça me manque. Ensuite, les informations cruciales de type qui est Kira en réalité, de type quand vont attaquer les méchants et où vont-ils attaquer, ça, premièrement, il n'y a que Wellan qui le sait. Il n'y a que Wellan qui l'apprend. Et deuxièmement, et qui m'a encore moins plu, ça a été appris quasiment exclusivement en Deus Ex Machina. En mode, ah en fait, c'est des fantômes qui nous l'ont dit. Super, mais du coup, si vous avez des fantômes avec vous, et que vous savez où est-ce qu'on va se faire attaquer, il suffit juste, comme ce qui va se passer dans les prochains tomes finalement, de défendre précisément l'endroit où ça va arriver. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de « oh là là, c'est dangereux, machin, tout ça ». Non, on se prépare et c'est fini. Il n'y a pas tout ce côté... Enfin, il manque quelque chose, du coup. Il n'y a pas ce côté du... on n'a pas les infos. Ça fait un peu Deus Ex Machina de dire au fait, ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu, mais dans 2 semaines, vous vous ferez attaquer.
Voilà quoi. Les maîtres magiciens peuvent pas se TP sur le continent de l'ennemi. Oui, mais ça, d'accord, mais au-delà de ça, il y a aucun moment où va y avoir un suspense en mode ah bah l'ennemi, en fait, on l'a pas vu arriver, machin, tout ça. Non, ils vont toujours être au courant de quand est-ce qu'ils vont arriver. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a de l'idée en soi de dire oui, ils peuvent pas se TP sur le continent de l'ennemi, mais globalement, c'est pas pour autant que en permanence avoir quelqu'un qui te dit rendez-vous Gare du Nord à 17h30, tu vas pas avoir la pression en mode est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont repousser les envahisseurs et tout ça, tu vois. Et comme je l'ai dit, dans tous les points qui m'ont trigger, il y a un autre défaut que j'ai noté. Il y en a beaucoup trop pour Wellan et pas assez pour les autres. Ils sont, on a dit, 6 chevaliers. Et globalement, bah, on n'entend pas tellement parler des autres. Tout va passer par Wellan. Wellan est décisionnaire. Bon, ça encore, c'est le leader, je comprends. Mais du coup, les autres vont globalement avoir un seul moment chacun où où on va pouvoir parler d'eux. C'est le moment où ils vont partir dans les différents pays. Mais autrement, on n'entendra pas parler en fait des autres, à mon sens. Donc on va parler de la note. J'ai trouvé beaucoup de défauts au livre, mais d'un autre côté, il est pas si mauvais que ça. Le premier tome reste relativement digeste. Je l'ai noté sans prendre en compte les prochains. Et même si j'avais un peu peur de le relire, bah finalement, en fait, ça s'est bien passé. Le premier tome est très digeste. Enfin, très digeste. Relativement digeste. Il y a beaucoup de personnages, mais il est digeste. Et il est pas trop désagréable à lire, en fait. Globalement, bah, au bout d'un moment, dans ma lecture, je me suis dit, bah en fait, j'aime bien. Cette première lecture, enfin cette relecture du tome 1, je l'aime bien, je l'apprécie, je passe un bon moment. Il n'y a pas de souci. Je suis pas encore complètement saoulée. J'apprécie pas les personnages, mais j'apprécie l'aventure. C'est pourquoi, malgré tous les défauts que je lui ai trouvés, j'ai donné au premier tome des Chevaliers d'Émeraude la note de 4 sur 5. Je donnerai pas cette même note à toute la saga, je pense. Mais c'est une très bonne note. Encore une fois, c'est pas une note qualitative, c'est une note d'appréciation. On y revient régulièrement hein, sur comment je fais mes notes, mais les notes, c'est 1, je ne le supporte pas, je ne peux pas le finir. 2, je l'ai fini, mais je ne l'ai pas aimé. 3, je l'ai fini et c'est osef. 4, j'ai fini et j'ai passé un bon moment. Et 5, j'ai adoré. Là, j'ai pas passé un mauvais moment sur le premier tome. Je sais très bien qu'à partir du tome 2, je vais avoir envie de m'éclater la tête contre un mur. Mais là, le premier tome, bah, je dois dire qu'il était pas si désagréable que ça à lire. Même au contraire, il était plutôt bien. Et ça donne envie de lire la suite. Si seulement la suite restait sur ces quelques personnages. Si on restait sur autant de personnages. Si on doublait pas le nombre. Et là, on va doubler le nombre. Forcément, après, ça va être plus compliqué. Mais très sincèrement, moi, j'ai apprécié le tome 1. Du coup, on pourrait dire 4 pour un tome et 2 pour la saga. Oui, tu pourrais complètement. Donc, mesdames et messieurs, le second livre de cette revue de lecture sera Les héritiers d'Higashi, qui a été écrit par Clémence Godefroy. Le premier tome s'appelle Okami Hime. Alors, je suis désolée, je vais prononcer tous les termes japonais de façon très lente parce que je ne parle pas japonais. Et aussi pour des raisons de compréhension. Je préférerais que vous compreniez bien ce que je dis. Parce que potentiellement, j'ai déjà écrit de la merde sur ma fiche. Les héritiers d'Higashi est paru en 2019 et a été édité par la maison du Chat Noir, une maison d'édition chatoniste, s'il en est. Et on est sur de la fantasy avec du mythe et du folklore japonais. Je suis sûre que parmi vous, vous êtes relativement nombreux à connaître le principe de yokai. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, je vais mettre au montage une brève définition.
J'ai pas le livre sous la main parce qu'il est dans les cartons, donc je pourrais malheureusement pas vous lire le résumé du livre, la 4e de couverture. En revanche, je peux quand même vous donner mon résumé. Alors, Ayane est disciple de l'ordre de la main pure. Elle est envoyée pour protéger Numie, une bakemono otage d'un autre clan, celui des Nogitsune. Ces yokai renards ont massacré les autres pour prendre le contrôle d'Higashi. Mais quelques survivants se rassemblent et vont se préparer à mettre un terme à ces agissements. Donc ici, rien que dans le résumé, on a Bakemono, on a Nogitsune, de mémoire, on a aussi des yokai, yokai chat, yokai chien, mais j'ai plus les noms. Il y a énormément de ces petites bébêtes qui sont toutes sous leur forme humanoïde, avec quelques caractéristiques, notamment des pouvoirs qui leur sont alloués. Donc, notamment la femme chat, elle a des pouvoirs alors pas forcément de métamorphose, mais elle peut changer son apparence. Sans une métamorphose complète et changer complètement de forme, elle peut changer son visage. Et globalement, je suis sûre que j'ai pas saisi toutes les subtilités, parce que je suis pas... Alors c'est pas que je suis pas férue de folklore japonais, c'est que je suis pas très au point là-dessus. Mon avis sur l'œuvre. On est sur une histoire qui gagne en complexité à mesure qu'elle avance. Ça gagne progressivement en complexité. Au début, c'est quelque chose de très simple. Donc il y a Ayane qui se rend sur le lieu de sa mission et globalement on présente juste les personnages et le fait que Numie est enfermée. Au début, elle n'arrive pas à la voir, on sait pas grand chose, etc. Et au fur et à mesure qu'elle apprend à la connaître, on découvre la complexité de la situation et on découvre les plans des Nogitsune et des Kitsune à foutre la merde. Les informations qu'on gagne au fur et à mesure de l'histoire, elles sont bien disséminées, elles sont bien dosées, on a ça à un rythme régulier qui est pas écœurant, et ça donne vraiment envie de lire la suite. Là franchement, je vais pas vous mentir, j'ai envie d'acheter le tome 2. Malheureusement, si je devais donner un défaut là-dessus, je me suis pas mal perdue dans tous les termes, parce qu'en fait il y a beaucoup de termes qui sont laissés en japonais, et autant au début on vous présente les yokai, et en vous présentant les yokai, on vous donne le nom du yokai et on vous explique sa spécificité. À la fin du livre, il y a un lexique, donc avec le nom du yokai, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est sa spécificité. Mais pourtant, il y a des termes qui sont pas traduits, eux. Et je pense notamment à des unités de mesure. Dans le livre, j'ai été perdue parce qu'il fait parfois mention de ri, R-I, ou de ja, J-A. Et je comprenais pas forcément, en fait. Il m'a fallu un peu de temps avant de comprendre qu'il s'agissait d'unités de mesure. Il me semble que c'est des mesures de distance d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, parce que là je fais de mémoire. Donc ça je l'ai déduit par l'histoire, mais pour autant ça me dit pas si c'était loin ou pas. Donc il y a quand même nécessité d'avoir un accès à internet quelque part pour pouvoir voir si... pour pouvoir faire des conversions. Il y a quand même besoin de faire des conversions pour comprendre toute cette échelle. Et là, c'est des exemples, mais j'en ai vu d'autres qui, du coup, compliquent parfois un peu la lecture. Donc, si vous avez aucune notion de tout ce qui est folklore japonais, de tout ce qui est culture japonaise, de tout ce qui est termes japonais, ça peut être assez compliqué à lire, je pense. Parce qu'encore, moi, les yokai, je connaissais un peu, donc ça, j'étais pas perdu, mais il y a certains termes, encore une fois, qui n'étant pas traduits, bah, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire sans faire de recherche. En termes de qualité, alors j'ai noté que c'était bien dosé, que ça donnait vraiment envie de lire la suite. Encore une fois, hein, bien entendu, mais c'est un tome 1 qui pourrait se suffire à lui-même, mais qui te donne envie de lire la suite. Ensuite, en seconde qualité, il y a les personnages. C'est une qualité qui revient régulièrement, mais ici, au-delà du fait que les personnages soient bien écrits, j'apprécie particulièrement le fait que on suive chaque personnage dans son quotidien, pourquoi les personnages doivent bouger, et le fait que, par hasard, ou en tout cas par le fruit du destin, les personnages se retrouvent vont partir en quête tous ensemble. Le tome 1, c'est littéralement voici les personnages,
et voici leur quête, et maintenant ils sont ensemble. Tome 2. Voilà, pour vous faire simple. Et bah, c'est quelque chose que j'aime bien. On a les leitmotifs de tout le monde, et c'est pas une alliance parce que on va sauver le monde parce que t'es mon pote. Non, c'est une alliance parce que tout le monde a besoin des autres. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ce côté-là. Maintenant, les défauts. Comme je disais, il y a certains termes japonais qui sont pas traduits. Donc on a un lexique à la fin pour tout ce qui est yokai, donc là-dessus ça va, on a quand même, on est quand même pas complètement démunis. Malgré tout, il faut quand même faire très attention parce qu'encore une fois, il y a des unités de mesure qui ne sont pas données. On a un peu de mal là-dessus. Il faut avoir une certaine notion de la culture japonaise pour pouvoir comprendre le livre, en plus de ces termes qui sont pas traduits. Mais globalement, c'est le seul défaut que j'ai noté. Parce que, bah, c'est un livre que j'ai bien aimé. En vrai, s'il y avait pas eu ces termes qui m'ont parfois mis un peu dans la confusion la plus totale, s'il y avait pas eu ça, bah, franchement, j'aurais adoré le livre. Donc, globalement, c'est un très bon livre. J'ai très très envie de lire la suite, et je pense que je me prendrai la suite quand je pourrai me le permettre, et on fera probablement une revue de lecture sur la saga. Donc, pour Les Héritiers d'Higashi, concrètement, si vous êtes fan de culture japonaise, et que ça vous tente, un petit roman, ça peut vous changer des mangas, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Les descriptions font voyager. Alors je pense que l'auteur a vraiment fait pas mal de recherches pour coller au mieux à tout ce qui est culture japonaise justement. Ou en tout cas c'est la vision que j'en ai. C'est la vision que ça donne. Donc voilà, concrètement, c'est un livre que j'ai bien aimé. Je lui mettrai pas la note adoré, coup de cœur, parce que j'ai eu du mal sur tous les termes japonais, mais c'était vraiment bien, donc je lui ai donné la note de 4 sur 5. Bien, mesdames et messieurs, cette revue de lecture touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Le mois prochain, nous parlerons du tome 1 des légendes de Drizzt. Justement, on en parlait tout à l'heure. Et on va également parler du médaillon d'Orion, pas mon chat, mais le livre de Cresconte, à savoir Poisson fécond. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le Discord dans lequel on discute régulièrement de nos lectures en cours, et dans lequel je vous tiens au courant pour le planning de lecture. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée, et je vous fais à tous des gros bisous. Ciao tout le monde.